On sait qu'on a quelques questions qui restent posées, donc on reviendra là-dessus. Sur ce dernier point, on a peu parlé de l'armée. Et on a vu une démonstration de force il n'y a pas très très longtemps, c'était cet été, non? Il y a eu on a vu les défilés de toute la potentielle, on pourrait dire, militaire russe. C'était assez impressionnant, je pense que c'était pas naïf du tout de la part de Poutine. Quelle est la place de l'armée dans ce dispositif? Alors, ce qu'on a vu comme manifestation, c'était le défilé du 9 mai. Le défilé du 9 mai, c'est-à-dire qu'en fait, en Russie, alors là aussi c'est toute une histoire et tout un conflit, on fête la fin de la Seconde Guerre mondiale le 9 mai et pas le 8 mai, et en fait les pays qui sortent de l'orbite russe disent immédiatement on va le fêter le 8. Donc là aussi c'est quelque chose qui est assez conflictuel. Donc effectivement il y a eu un immense défilé. Moi je n'ai pas assisté au défilé mais j'ai assisté aux répétitions, parce que la nuit, en fait, de toute manière on ne pouvait pas assister au défilé parce que tout le centre de Moscou est bloqué. Mais il y avait des répétitions la nuit, c'est-à-dire que vers 10h du soir, vous sortez, puis sur la grande avenue qui traverse Moscou, vous voyez les chars. Alors les gosses sont ravis, je dirais, en voyant les chars, on peut les voir de bien plus près que pendant le défilé. Donc oui, c'est quelque chose de marquant. Alors récemment, il y a quelques jours, M. Poutine a dit, j'observe des frémissements dans l'économie, des frémissements positifs dans l'économie. Alors là, je peux vous dire que tous les économistes ont explosé de rire, y compris en Russie. Et avant tout en Russie, parce que c'est là où je suis. Et il disait, on va remonter l'économie grâce, justement, au système militaire. Je ne sais plus comment il appelle ça, mais tout le système militaire de construction, etc. C'est-à-dire, c'est une conception absolument soviétique, qui a déjà été tentée par l'Union soviétique. C'est pas ça qui nourrit les gens, c'est pas ça qui fait fonctionner les écoles, c'est pas ça qui fait fonctionner les hôpitaux, et c'est pas ça qui va pouvoir faire une économie moderne. Donc effectivement, c'est sa vision, se servir de l'armée. Alors moi, je peux juste vous dire deux éléments qui me paraissent quand même un peu contradictoires. C'est que on a observé ces derniers temps, alors si vous voulez, tout ce qui touche à l'armée, quand même assez secret. On a observé quand même pas mal de licenciements assez abrupts de hauts dirigeants de l'armée russe. On ne vous donne jamais, alors pas les Serdyukov là, qui avait piqué dans la caisse, mais on vous dit, tiens, il y a 50 généraux qui ont été écartés, etc. On ne vous donne pas d'explication. Il y a eu des rumeurs disant qu'il y en avait un certain nombre, par exemple, quand on leur disait tu vas aller en Ukraine, qui ne voulaient pas y aller. Et il paraîtrait, ce sont des rumeurs, hein, il paraîtrait que dans le haut commandement militaire, il n'était absolument pas chaud pour les aventures en Ukraine, et notamment les aventures en Ukraine qui étaient avant tout prises en charge par des gens des services secrets, c'est-à-dire du GRU. Et ça, on a les preuves, on a les éléments, on a leurs témoignages, etc. Et donc, encore une fois, des hypothèses et des rumeurs, donc à prendre avec vraiment des pincettes, que le haut commandement de l'armée ne suivait pas tellement et qu'on se dit, bon, de toute manière, le haut commandement de l'armée russe n'a jamais aimé le KGB. Donc déjà, à la base, la cohabitation ne doit pas être totalement facile. Donc, ce qui est certain, c'est que l'accent est mis dessus. Moi, je dirais une autre observation. Il n'y a pas très longtemps, donc c'était en avril, je crois, j'étais à Voronezh. Voronezh qui était une des villes, bon, surtout une des villes avec laquelle on a un partenariat avec l'université. Et c'est aussi une des villes où il y a un gros complexe, justement, de fabrication de militaires. Et depuis Pierre le Grand, d'ailleurs, qui avait construit sa flotte. Et on m'a montré avec fierté une grande usine en disant mais c'est une usine fabuleuse. Alors moi je peux vous dire très franchement que dès qu'on parle de trucs militaires, moi je bloque tout en me disant je ne veux surtout pas qu'ils s'imaginent que je viens voir leurs trucs militaires. C'est pas mon but et c'est pas donc je range mes appareils photo, je parle d'autres choses, etc. Mais quand même, il me montre une grande usine en disant vous voyez Poutine est venu là parce que c'est une usine où on fabrique je sais plus quel truc qui est super technique et qui est extrêmement de premier plan. Moi je peux vous dire une chose, c'est que l'usine elle tombait en ruine. Donc, si vous voulez, quand on me dit il met tout l'argent là-dessus, je demande encore à voir, si vous voulez, c'est vrai que le défilé était impressionnant, je demande encore à voir la réalité et je me demande, parce que par exemple, les spécialistes militaires français vous disent que l'armée russe, techniquement, ne vaut pas grand-chose. Ouais. Donc, j'ai l'impression que là aussi, c'est un peu, ça fait partie des grands mythes qu'on est en train de construire actuellement.
moi je vais juste reprendre sur une petite chose, parce qu'il y avait une dame qui avait parlé de l'Asie centrale. Il n'est pas très bon celui-là. Bon, d'accord, je reviendrai sur l'Asie centrale. Vas-y, tu as une question là. Oui, très brève. Vous m'entendez là? Oui, très bien. C'est pour en finir avec l'option militaire. Quelle est la part du PIB des Russes dans disons, les dépenses militaires? Par les budgets. Et ensuite, je dirais qu'ils ont des difficultés, non pas technologiques, comme vous venez de le dire, c'est pas vrai ça. Au moins dans le domaine des sous-marins, c'est faux. Mais par contre, ils ont minimisé la construction des sous-marins nucléaires en nombre. Honnêtement, de mémoire, la part du militaire dans le PIB, je ne peux pas vous la donner. Donc ça, vous regarderez, j'irai sur Google, ça ne devrait pas poser de problème. Je serais un tout petit peu moins catégorique. Je ne suis pas du tout expert militaire. Hein. Je serais un tout petit peu moins catégorique que vous sur la qualité des équipements. J'ai le même, là, celui-ci a l'air de prévenir aussi. Je sais que par exemple, mais encore une fois, je ne veux pas m'engager parce que ce n'est pas mon domaine. On va essayer sans micro. Je sais que tu as une bonne voix. Non? Oui, j'ai une bonne voix. Celui-là, il marche pas bien. Est-ce que vous entendez dans le fond, là, comme ça? Est-ce que vous... celui-là, il est meilleur. Et voilà, celui-là est meilleur. Donc, par exemple, d'après des militaires apparemment connaissant leur affaire, le nouveau tank qui vient de sortir est complètement à la traîne par rapport à ce qui se fait en Occident. Donc, si vous voulez, la technologie, je serais assez prudente quand même. Mais effectivement, pour l'instant, ce qui est certain, c'est que l'argent, une partie de l'argent va là, et pas dans les hôpitaux, et pas dans les écoles. Ça, c'est évident. Est-ce que je reviens sur l'Asie centrale juste en 2 mots, en fait? Donc, vous voyez, quand je disais la Russie est une des 15 républiques. Autour, vous en avez un certain nombre. Ça marche un peu mieux quand même. C'est celui-là qui fait... Et vous avez, pour faire simple, hein, vous avez les 3 pays baltes qui sont immédiatement partis en direction de l'Europe et de l'OTAN. C'est-à-dire qui, depuis 2004, sont dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Rappelons-les parce qu'on a des fois... Donc, la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie. C'est-à-dire, ce sont les 3 pays qui, si vous voulez, en gros, hein, quand l'URSS s'est écroulée en 91, les pays constitutifs de l'URSS, et en leur centre, il y avait la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie, ont dit, bon, on va être indépendant, mais on va quand même garder des liens, puisqu'on se connaît bien, puisqu'on a l'habitude de travailler ensemble, c'est-à-dire qu'on va faire une sorte d'Union européenne. Donc on ne forme pas une structure centralisée à Moscou unique, mais on recrée une sorte d'Union européenne sur nos territoires, avec des relations économiques notamment privilégiées. Ce qui était, à mon sens, une très bonne idée. Et ce qui, je ne sais pas si ça explique, mais en tout cas, ça reflète aussi le fait que l'explosion de l'Union soviétique s'est faite presque sans mort, presque sans violence, ce qui en soi est un exploit. Quand on repense à ce qui s'est passé en Yougoslavie, on se dit, mais c'est un succès merveilleux. Ils sont là maintenant, par contre, on les a. Ah, là, par contre, il y a le retour du refoulé, quoi. Là, par contre, oui, c'est beaucoup plus... Et ça pourrait être tout à fait évité. Hein, mais bon, en Yougoslavie aussi, ça aurait pu être évité. Et donc, ils ont créé cette structure qui s'appelle la CEI, donc la Communauté des États indépendants. Et immédiatement, les 3 pays baltes, donc Lituanie, Estonie, Lettonie, ont dit, nous, on ne veut pas en faire partie. On ne veut rien avoir à faire avec la Russie. Notamment, je dirais, pour une raison, quand vous allez dans ces pays-là, la première chose qu'ils vont vous dire, je veux dire, au bout de 10 minutes de conversation, c'est ils vont vous parler des 2 grandes vagues de déportation qu'il y a eu, c'est-à-dire celle, je peux vous les citer de mémoire, celle du 14 juin 1941,
et celle de mars 1949, où on a mis les gens, on a arrêté les gens, puis les élites, si vous voulez, donc les élites militaires, les élites intellectuelles, les élites économiques, femmes et enfants compris, on les a mis dans des wagons, on les a expédiés en Sibérie, les hommes dans des camps où en général ils n'ont pas passé l'hiver, les femmes et les enfants au fin fond de la Sibérie, dans les conditions les pires. Donc c'est quelque chose qui a traumatisé les sociétés baltes. Quand vous allez là-bas, alors c'est magnifique hein, là-bas, je peux vous dire, c'est des tout petits pays, mais c'est très très beau, un peu nordique, le long de la Baltique. Et ils ont été absolument traumatisés par ça. Donc ils ont dit, nous on va peut-être en baver, mais on veut être dans l'Union européenne d'une part, et on veut être dans l'OTAN. Parce que quand on a été annexé par l'Union soviétique, et si vous voulez, l'annexion par exemple de ces 3 pays baltes, qui sont tout petits, toute proportion gardée, ça rappelle beaucoup l'annexion de la Crimée. C'est-à-dire comment ça s'est passé? Alors nous on n'a pas fait attention parce que l'annexion s'est passée exactement en juin 40, c'est-à-dire à l'époque où nous on était envahis par Hitler. Donc si vous voulez, on n'avait pas les yeux là-bas. En fait, vous savez, il y a eu ce pacte entre Hitler et Staline en août 1939, où Hitler et Staline ont dit on ne s'attaque pas l'un l'autre. Bon bah ok, c'est de bonne guerre, hein, chacun essaie de... Mais il y avait surtout ces protocoles secrets qui n'ont été rendus publics qu'en 89, mais dont tout le monde connaissait l'existence, je crois, enfin en tout cas en Occident, toute personne honnête connaissait l'existence de ces protocoles, où ils se partageaient une partie des pays entre deux, c'est-à-dire qu'ils se partageaient la Pologne et ils se partageaient les pays baltes. Et donc, sachant qu'il n'allait pas être attaqué par l'URSS, Hitler a attaqué la Pologne. 2 semaines plus tard, Staline a attaqué la Pologne. Donc c'est là où quand les Russes vous disent on est entré dans la guerre en 41, non, ils sont entrés dans la guerre en 39 en attaquant la Pologne, et la Pologne s'en souvient très bien. Et quand on dit la Pologne est anti-russe, je dis ben oui, mais bon, pensez à l'histoire, c'est pas une histoire simple. Et l'été suivant, l'Union soviétique en fait a fait une espèce de chantage aux pays baltes en disant bon, il se passe des choses louches chez vous, vous devez nous autoriser à amener des troupes militaires. Les pays baltes qui sont gros comme ça n'ont pas voulu résister. La Finlande, à qui l'URSS avait dit la même chose, a résisté. Donc vous avez la guerre finlando-soviétique de l'hiver 40. Et les pays baltes ont dit, bon, bah écoutez, venez, puis effectivement, ils sont venus, et en 15 jours, l'affaire était pliée, et soi-disant, ils ont organisé des élections qui étaient tout aussi bidons que le référendum qui a eu le 16 mars 2014 en Crimée, qui est un référendum bidon de A à Z, et ça, les pays baltes sont bien placés pour le savoir. Donc chez eux, il y a eu des élections avec une liste où ils étaient tous communistes pro-soviétiques, et le lendemain des élections où le Parti communiste, machin truc, a triomphé, les 3 pays demandaient leur rattachement à l'Union soviétique qui a accepté gentiment leur demande. Bon. Donc si vous voulez, ils savent ce que c'est qu'un grand cinéma pour justifier une annexion de force. Donc si vous voulez, eux, ils ne sont pas dupes du tout sur la Crimée. Hein. Quand vous allez là-bas et vous discutez un peu avec eux, moi je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui soit, j'étais notamment en Estonie cet été, une partie de l'été, et je n'ai pas rencontré qui que ce soit, y compris parmi les chauffeurs de taxi, etc., la vendeuse de fruits, etc., qui soutiennent la Russie dans son entreprise. Et tout le monde me disant, qu'est-ce qu'on a bien fait de demander à rentrer dans l'OTAN? Pourquoi? Parce que ça veut dire que si la Russie les attaque, ils espèrent, alors ils n'en sont pas sûrs à 100% d'ailleurs, mais ça ils ont des doutes, ils espèrent pouvoir être défendus par l'OTAN. Bon. Vous entendez le même genre de choses en Pologne. Donc, si vous voulez, ces pays, eux, sont rentrés dans l'Union européenne et dans l'OTAN. L'Ukraine, on va dire l'Ukraine et la Géorgie, qui ont un rapport, alors c'est pas le même rapport, c'est-à-dire qu'après je ne voudrais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, l'Ukraine et la Géorgie veulent, elles aussi, se rapprocher de l'Union européenne. L'Union européenne, elle ne veut pas tellement d'elle, hein, parce que l'Union européenne, on sait qu'on a nos problèmes, qu'on n'est pas forcément en mesure de s'élargir. On sait que ce sont des économies qui vont mal. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'incorporer l'Ukraine, qui est une grande, qui va redevenir une grande économie agricole? Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Si vous voulez, est-ce qu'on est en mesure de l'incorporer demain matin? Non. Et du coup, d'ailleurs, il n'était pas question, en 2013, quand les choses se sont déclenchées, il n'était pas question de les admettre dans l'Union européenne.
il était question de leur proposer un partenariat, ce qu'on appelait un partenariat oriental, c'est-à-dire, bon, ben, on va simplifier les choses entre nous, aussi bien, voilà, des accords privilégiés pour le business, pour on va supprimer les visas, etc., etc. Ce qui était aussi une façon, très franchement, de les tenir un peu à distance, en disant, de toute manière, on ne peut pas les intégrer actuellement. Donc, et grosso modo, l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie, où vous remarquerez qu'il y a une sorte de Maïdan actuellement en Moldavie, c'est-à-dire qu'il y a des manifestations quasiment tous les jours pour protester contre le pouvoir et reprocher sa corruption au pouvoir. Donc, si vous voulez, on est un petit peu dans le même cas de figure. Veulent se rapprocher de l'Union européenne, s'ancrer dans l'Union européenne, et alors, je reviendrai éventuellement sur cette question de l'OTAN, et si possible, rentrer dans l'OTAN. Ce que l'Ukraine ne voulait pas avant la guerre. L'Ukraine ne voulait pas ça avant la guerre, elle ne voulait pas rentrer dans l'OTAN. Ça, c'est le résultat de la guerre. Et juste, non, en deux phrases, ensuite vous avez les républiques d'Asie centrale. Les républiques d'Asie centrale, elles ne se sentent pas concernées par l'Europe. Et elles ont raison, ce ne sont pas des républiques européennes. Ce sont des républiques, je dirais, qui sont gérées par des clans extrêmement corrompus, extrêmement dictatoriaux. Il y a absolument, je dirais, en Ouzbékistan, au Kazakhstan, je dirais, il n'y a absolument aucune démocratie, mais c'est quand même, c'est une autre logique que celle de l'Ukraine. Vous voyez, l'Ukraine, c'est comme elle se dit, si la Pologne est dans l'Europe, pourquoi moi j'y serais pas? L'Ouzbékistan, pour l'instant, on est très très loin. Donc, alors, même si là aussi les choses bougent, et par exemple, en Kirghizie, on a vu que les choses bougeaient. Alors, la Russie propose ce qu'elle appelle son Union eurasiatique, qui sur le papier est très bien, c'est-à-dire sur le papier, ça consiste, je dirais, à faire une Union européenne avec la Russie au centre. Pourquoi pas? Sauf que n'y rentre en fait que, je dirais, entre guillemets, les pays qui ne peuvent pas faire autrement. C'est-à-dire, par exemple, l'Arménie aimerait se rapprocher de l'Europe. Elle sait qu'elle ne le peut pas parce qu'économiquement, elle est dans une situation catastrophique. En plus, elle a des mauvais rapports avec la Turquie, donc et des mauvais rapports avec l'Azerbaïdjan. Je dirais, elle n'a aucun atout économique, donc elle est rentrée dans l'Union asiatique. Bon, si vous avez vu qu'il y a eu des manifestations, protestations, etc. C'est-à-dire que, pour être très simple, cette Union eurasiatique n'attire pas. Elle attire qui? Elle attire la Biélorussie de M. Loukachenko, qui vient d'être réélu pour son 5e mandat, avec falsification à la clé. Et vous avez remarqué que l'Union européenne a levé des sanctions contre M. Loukachenko, c'est-à-dire qu'il y a un jeu aussi qui est mené par lui et par les différents partenaires, c'est-à-dire qu'un coup il sourit à la Russie, il vit sur l'argent de la Russie, hein, Loukachenko, je peux vous dire, c'est pas son économie agricole qui fait vivre le pays, il vit sur le pétrole et le gaz que lui donne la Russie et dont il revend une partie. Parce que la Russie aimerait réintégrer la Biélorussie, et de temps en temps il fait des sourires à l'Europe. Donc là, visiblement, il y a l'Europe qui a décidé de faire une tentative de séduction en direction de Loukachenko en supprimant les sanctions. Mais la Biélorussie est dans l'Union asiatique, comme les républiques, la plupart des républiques eurasiatiques, bon, ce qui présente une logique géographique et politique en tout cas. Je voulais juste savoir, question de force organisée, il n'y en a pratiquement pas. Sinon, peut-être l'Église orthodoxe est là. Est-ce qu'elle joue un rôle de force organisée? Qu'est-ce que vous appelez des forces organisées? Contre-pouvoir, ça? Des contre-pouvoirs? Oui, des contre-pouvoirs, enfin des organisations puissantes réparties dans le pays qui peuvent éventuellement fournir des idées et aussi faire contre-pouvoir éventuellement. Oui. Ça, vous en aviez dans les années 90. Vous voyez, ces années 90 qui sont extrêmement décriées. Par exemple, il y avait les médias. Les médias, c'est, quand on parle de quatrième pouvoir, c'est un pouvoir. Bon, ils ont été démantelés. Alors petit à petit, de manière absolument professionnelle, ils sont tous coiffés pour les gros médias, ceux qui ont vraiment un impact national, ils sont tous coiffés par le Kremlin, qui réunit les principaux rédacteurs en chef tous les vendredis au Kremlin. On a eu, je dirais, le détail, ce qui s'y dit, ce qui s'y fait, etc. Et qui leur donne ses instructions. Il y avait quand même dans les années 90 toute une série de partis, et notamment des partis, ce qu'on appelle les partis libéraux en Russie, c'est-à-dire des partis attachés aux droits et aux libertés.
bon, qui en général le sont aussi aux libertés économiques, mais ce n'était pas l'essentiel, ils ont été décimés. Ils ont été décimés notamment parce qu'on a fait des lois pour leur rendre l'accès aux élections beaucoup plus difficile, l'accès au Parlement beaucoup plus difficile, c'est-à-dire que là aussi, je mets toujours un peu en fureur quand on dit qu'il n'y a personne en Russie, mais par exemple pour remplacer Poutine, mais si vous voulez, d'abord c'est pas vrai, et c'est surtout que si on ne voit pas de force, c'est justement parce qu'il a depuis 15 ans qu'il est là, lui et les siens, parce que je ne suis pas sûre qu'il agisse tout seul, ont absolument verrouillé tout ce qui pouvait l'être et éliminé toutes les structures qui pouvaient représenter, je dirais, un contre-pouvoir, sans se rendre compte d'ailleurs que c'était extrêmement dangereux pour eux. Regardez par exemple les ONG. Il y avait tout un réseau d'ONG alors de tout temps, qui s'est monté justement à partir des années 90, et peut-être aussi parce que pas mal de Russes se disaient, bon, la politique c'est sale, c'est dangereux, etc., alors que les ONG, alors il y avait les ONG historiques, il y avait les ONG défense des consommateurs, il y avait défense des droits des automobilistes, puis il y avait les ONG de défense des droits de l'homme, alors celles qui intervenaient surtout sur la Tchétchénie, etc. Depuis, alors je peux vous dire exactement quand, depuis 2006, c'est-à-dire la première loi sur les ONG qui ont été assimilées grosso modo à des ennemis et à des traîtres, M. Poutine n'a eu de cesse d'éliminer les ONG. Donc ça a commencé en 2006 avec en plus un scénario complètement à la James Bond où soi-disant on avait trouvé sous une pierre, vous savez, 21e siècle, sous une pierre des documents que certaines ONG laissaient pour des agents secrets britanniques. Bon, puis vous dites, attendez, il n'y a personne qui va croire ça, je veux dire, pas au 21e siècle, mais il suffit d'envoyer un mail. Bon, si vous voulez, ça a quand même suffi. Il n'y a pas eu d'action justice, hein, puisque c'était juste du cinéma. Mais ça a suffi pour dire, regardez, les ONG sont des traîtres en puissance. À partir de cela, quelques années plus tard, il y a eu la loi sur ce qu'on appelle justement les agents de l'étranger, c'est-à-dire que les ONG demandent des bourses aux uns et aux autres, et ça c'est dans le monde entier, on demande des bourses, alors par exemple à l'ambassade de France, qui dit, ah ben tiens, on fait des bourses pour les étudiants qui veulent aller faire une thèse en France. Dès que vous recevez une bourse d'études d'un gouvernement étranger, vous êtes considéré, d'après la loi, comme un agent de l'étranger. Un agent de l'étranger en Russie, ça renvoie à la terminologie des années 30, ça veut dire un traître. Et on a eu toute une série, ces 2-3 dernières années, toute une série de procès, notamment parce qu'un certain nombre d'ONG russes ne voulaient pas se déclarer des agents de l'étranger. Et je les comprends parce qu'ils n'en sont pas. Je pense par exemple à une association dont je suis proche, qui est l'association Mémorial, qui est une association qui a une activité de recherche sur les répressions soviétiques et qui font de l'excellent travail d'historiens en allant dans les archives, en publiant des livres, etc. Et d'autre part, une activité de défense des droits de l'homme, où notamment ils sont allés en Tchétchénie et ils apportent une aide très concrète aux victimes, sans faire de politique, mais une aide d'ONG. Et cette association qui avait été créée par l'académicien Sakharov en 88-89 a dit, nous, on n'est pas des ennemis de l'étranger, on ne veut pas se reconnaître comme tel. Et ils ont raison, ils ne sont pas des ennemis des agents de l'étranger. Ils ne sont pas des ennemis du pouvoir, ils sont des gens qui essaient d'aider leur société. Donc il y a eu des procès, il y a eu des procès, il y a eu des procès. Là récemment, ils ont été condamnés, je ne sais plus combien, moi j'oublie toujours les chiffres, mais ils ont été condamnés à 2 même d'ailleurs très grosses amendes pour n'avoir pas voulu se déclarer. Donc si vous voulez, les ONG, il n'y en a plus. Et l'Église, alors l'Église c'est tout un poème en soi, c'est-à-dire que l'Église c'est le patriarcat de Moscou. C'est une structure qui a été quasiment détruite avant 1940, qui a été remontée à partir de 1940, qui est infiltrée du haut jusqu'au moins haut par des agents du KGB. On a eu toutes les informations en 92 quand les archives se sont ouvertes. L'ancien patriarche était un agent du KGB, le patriarche actuel était un agent du KGB. Quelqu'un qui collaborait régulièrement. Il y a une renaissance
physique de l'Église. C'est-à-dire que là où les églises étaient détruites, on reconstruit les églises, on rénove les monastères, on voit cette présence de l'Église. En même temps, l'Église est tout sauf un contre-pouvoir. L'Église est au contraire complètement instrumentalisée par le pouvoir qui a des liens, je dirais, presque historiques, avec, passant notamment, je vous dis, par le KGB, avec un certain nombre d'hiérarques. Et elle est complètement utilisée par le pouvoir pour censurer notamment la culture. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui se font dans la culture, malgré tout, en Russie. Et on vous sort régulièrement des « ah oui, mais ça offense ». Alors, ils ont sorti, par exemple, cette loi, ça offense les sentiments des croyants. Et si vous voulez, avec une loi sur offense aux sentiments des croyants, vous voyez, moi, je ne suis pas du tout pour qu'on offense les croyants ou les croyances, ou qu'on touche aux croyances, qu'on insulte les croyances de qui que ce soit. Ce n'est pas blasphème, c'est les sentiments des croyants. Simplement, les sentiments des croyants en justice, comment vous définissez ça? Si vous voulez, vous pouvez tout mettre là-dessus. Et effectivement, vous avez ce genre de loi complètement élastique qui permettent en fait, dès que vous touchez à des sujets un tout petit peu sensibles, de dire « ah oui, mais il y a offense aux droits des croyants ». Ou alors la deuxième chose qui passe beaucoup, c'est hooliganisme. Donc si vous voulez, l'Église soutient le pouvoir. Ce qui explique d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu un petit peu des échos, ce qui explique par exemple qu'en France, il y ait des rapports extrêmement conflictuels entre une partie des orthodoxes descendants des Russes et l'autre partie. C'est-à-dire qu'en gros, les descendants de l'émigration russe ne veulent pas être attachés au patriarcat de Moscou en disant c'est un repère de KGB. Et le patriarcat de Moscou essaie de récupérer un certain nombre d'églises. Donc il y a eu le cas de l'église de Nice, il y a eu le cas de l'église de Biarritz, il y a eu pas mal de luttes autour de l'église de la rue d'Aru à Paris. C'est-à-dire que c'est absolument conflictuel. C'est conflictuel aussi entre le patriarcat de Moscou et les différentes églises ukrainiennes, y compris les églises orthodoxes, parce qu'il y a les uniates aussi en Ukraine, mais y compris les orthodoxes d'Ukraine. C'est-à-dire, je dirais, pour faire très simple, que le patriarcat de Moscou est un soutien absolu du pouvoir, que c'est une institution qui, à sa tête au moins, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens bien et merveilleux qui font du bon travail, mais à sa tête, ça m'a l'air d'être complètement corrompu. Et il suffit de regarder les montres superbes qu'exhibe le patriarche pour comprendre un petit peu. Et c'est une institution qui sème plutôt la discorde qu'elle essaie de rétablir, je dirais, un amour évangélique, à mon sens. Vous avez dit que les médias étaient muselés, voire neutralisés. Et là-dedans, la position d'Internet, qui finalement permet d'accéder par l'extérieur, on a vu que dans certains pays, ça avait débloqué les situations quand c'était accessible. Alors, justement, c'est-à-dire qu'il y a très clairement en Russie ce qu'on appelle la Russie de la télévision, c'est-à-dire la société de la télévision et la société Internet. Et c'est là où je dis, bon, moi j'ai beaucoup de mes informations aussi d'après Internet, sauf que Internet, ça n'est pas toute la population russe. Sur Internet, vous pouvez avoir énormément d'informations. Vous avez accès à des sites étrangers, vous avez accès, je dirais, à toutes sortes de choses, mais il faut bien avoir conscience, ça n'est pas toute la population russe. La Russie étant, ceci dit, un des pays les mieux équipés, mais effectivement, ça ne touche pas tout le monde. Ça ne touche pas les gens, je dirais, le russe moyen comme le français moyen, vous savez, qui va travailler, qui rentre chez lui, qui allume sa télé, qui va avoir la première chaîne, comme ici on allume TF1, et qui est une chaîne bourrée de propagande étatique absolument violente. Donc oui, Internet est une réalité. Internet a joué un rôle absolument clé au moment des manifestations de 2011-2012. C'est notamment par Internet qu'on était informé, et qu'on est toujours d'ailleurs actuellement, informé de telle manifestation va se tenir là, va avoir lieu là, où c'est tenu. Alors surtout, vous imaginez l'importance que ça peut avoir dans un pays aussi grand. C'est-à-dire qu'on sait que telle manifestation a eu lieu à Novosibirsk, on l'apprend alors qu'on est à Moscou et que vous avez 6 heures de décalage entre les deux. Donc effectivement, c'est très important. Mais depuis 2011-2012, il faut savoir qu'un certain nombre de sites ont été interdits
en Russie. Je pense par exemple, alors c'était, il y a le site de Grani. Alors Grani, c'était une revue qui était faite dans l'immigration et qui notamment a eu beaucoup d'importance dans les années 60-70 et qui était absolument honnie par le pouvoir soviétique. Et là, qui était à nouveau autorisé, qui avait créé un site internet qui est intéressant, où il y a pas mal de... On ne peut pas y accéder de Russie. Vous avez un certain nombre de sites comme ça, on ne peut pas y accéder. Vous avez Radio Liberté qui maintenant a des studios en Russie et qui diffuse essentiellement par internet. Et ils vous disent, nous on cache presque un petit peu l'adresse de nos studios. Ne le dites pas à tout le monde parce qu'on n'a pas envie d'avoir trop de problèmes. Alors les autorités connaissent cette adresse, mais bon, il y a quand même ce sentiment de méfiance, on ne sait pas ce qui nous arrive. Et régulièrement, vous avez des rumeurs en disant, ils vont fermer Internet. Là aussi, c'est, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel, j'en sais rien. Mais pour l'instant, Internet n'a pas, et par exemple Facebook n'a pas été fermé. Vous savez qu'il est interdit c'est interdit en Chine, mais ça ne l'est pas en Russie. Mais régulièrement, du côté russe, vous avez effectivement des vents de panique en disant, qu'est-ce qu'on va faire si nous ferme Facebook, on ne peut pas survivre. Donc oui, c'est un espace de liberté, mais c'est un espace... Là, récemment, par exemple, on disait, il paraît, hein, mais ça a l'air d'être vrai, que le régime, enfin les autorités ont fait une tentative au printemps pour voir comment ils pouvaient fermer Facebook et comment ils pouvaient contrôler encore plus les réseaux sociaux. Et ils se sont rendus compte que pour l'instant, ils ne pouvaient pas. Donc la nouvelle était optimiste. Ceci dit, il y a un livre qui sort en ce moment, que je n'ai pas encore lu, de 2 journalistes russes, et le livre sort en anglais, sur justement le contrôle des réseaux sociaux en Russie, et la façon dont le pouvoir essaie de les contrôler, il n'y arrive pas. Et ces 2 journalistes sont absolument excellents sur le sujet, donc j'ai plus le titre en tête, mais il vient de sortir, et ça, je pense que c'est quelque chose que... Enfin, moi, je vais lire, quoi, c'est quelque chose d'intéressant. Question, oui. Je ne vais pas prendre du micro. Vu l'analyse... C'est pour le fond. Ouais. Vu l'analyse critique que vous portez, combien de temps pensez-vous pouvoir aller encore en Russie? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est par rapport au niveau scolaire ou éducatif, quelle est la stratégie de Poutine? Est-ce qu'il y a une volonté d'éduquer les masses et d'avoir une élite? Ou au contraire, c'est de laisser se déliter l'enseignement? Première question, je n'ai jamais eu de problème pour avoir un visa pour la Russie. J'espère que ça va continuer comme ça, je n'ai jamais eu de problème. J'ose penser que c'est parce qu'ils savent très bien que je dis la vérité. C'est-à-dire, je diffame pas, ils savent, c'est une réalité qu'ils connaissent comme moi. Donc, je vous dirais même que je n'ai jamais eu de problème en Russie. Vous savez, il y a eu des chercheurs qui ont été... on peut vous embêter, on peut vous faire des ennuis, etc. Je n'ai jamais eu le moindre problème en Russie, je le dis très clairement. Donc, on va voir un peu que ça dure. Et la deuxième question, alors ça c'est quelque chose qui me touche et sur l'enseignement. Je dirais qu'il y a des discours qui sont absolument contradictoires avec, comme d'habitude, avec les actions. C'est-à-dire qu'il y a, j'en ai vraiment beaucoup parlé avec des universitaires, des collègues, je dirais, avec lesquels on a des partenariats. Vous avez certains discours qui sont sur le même modèle que ceux qu'on peut avoir en France, avec lesquels on est en accord ou pas en accord, mais du style de rationalisation, par exemple de faire des grands groupes, de réunir, etc., plusieurs universités, de sélectionner, de dire, tiens, on va donner plus d'argent aux bonnes universités, moins d'argent aux mauvaises. Dans la pratique, j'ai l'impression, alors on a ce même discours, et je leur dis, vous savez, nous aussi on entend ce genre de choses, dans la pratique, ce que disent nos collègues universitaires, c'est qu'ils ont de plus en plus d'heures, de moins en moins de moyens, de moins en moins, ils font énormément d'heures par rapport à nous, de moins en moins de possibilités de travailler. Il faut bien reconnaître que sur un plan scientifique, dans les sciences humaines et sociales, il y a très peu d'institutions en Russie qui tiennent la route. Alors vous me direz, à l'époque soviétique, quoi qu'on en dise, c'était un peu le cas aussi. Mais actuellement, on se dit, bon, mais justement, et là aussi, ça pourrait être des contre-pouvoirs, il y a quelques institutions très bonnes,
Et qui justement, c'est qu'on prenait ces institutions très bonnes, c'est comme les ONG, c'est-à-dire soit elles s'alignent sur la position du pouvoir, alors quand c'est des maths et de la physique, c'est pas trop gênant, quand c'est de l'histoire et des sciences humaines, c'est difficile. Donc, soit elles s'alignent sur la position du pouvoir, et là, je dirais, immédiatement, ça cause des problèmes, notamment en histoire, soit elles disent, bah, par exemple, justement, on va participer à des concours comme il y a partout, je dirais, y compris à Rennes 2, ah bah tiens, tel gouvernement, le Canada par exemple, nous propose des bourses si on fait des alliances avec des universités canadiennes, etc. Maintenant, c'est un marché mondial. S'ils font ça, ils risquent de tomber sous pas forcément sous le coup d'agents de l'étranger, mais sous le coup de certaines méfiances, d'où vient l'argent, pourquoi vous les avez. Régulièrement, il y a des scandales. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un Américain qui avait un poste assez élevé, il devait être vice-responsable de la recherche dans une université de Nijni Novgorod, qui a été foutu dehors du jour au lendemain. Donc, si vous voulez, les gens disent, on ne sait pas si on peut inviter des professeurs étrangers, on ne peut pas... Donc, dire qu'il y a une politique déterminée, j'aurais vraiment du mal à le dire. Moi, ce que je vois, c'est des propos comme en Occident, une réalité qui se dégrade. Et en plus, vous savez, il y a ce système qui est très compliqué, notamment dans le supérieur en Russie, c'est que vous avez des étudiants qui payent et des étudiants qui ne payent pas. Et en théorie, les étudiants qui ne payent pas sont les meilleurs. Mais sauf que ça, c'est la théorie. C'est-à-dire que ça peut être aussi celui qui a versé le pot de vin aux fonctionnaires prenant la décision. Et à la fin, ils ont le même diplôme. Donc, si vous voulez, ça vous crée une multitude de situations et le résultat est assez catastrophique. Dans les sciences dures, les résultats, je pense, est encore plus catastrophique parce que, et ça, j'en discutais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un de l'Académie des sciences qui était absolument désespéré en disant de toute manière, tous nos bons étudiants partent faire des thèses aux États-Unis et travailler aux États-Unis ou en Europe parce qu'on leur offre plus d'argent et plus de possibilités. Donc il y a une déperdition complète. Et ce que je vois, je dirais, dans le secondaire, je vois quelque chose qui est un enseignement qui est de plus en plus idéologisé, de moins en moins apprendre. Alors des fois ça peut être de bonne qualité, par exemple pour les langues, ils obtiennent de très bons résultats. Nous, nos étudiants qui viennent de Russie, je dirais faire à Rennes 2, en général parlent très bien le français. Mais dès qu'il s'agit par exemple de réfléchir, d'avoir une approche critique, etc., c'est pas ça, quoi. C'est pas... Et actuellement, il y a tout un mouvement en plus d'irritation, et ça revient un peu à la question précédente, aussi bien chez les enseignants que chez une partie des parents, parce qu'ils veulent remplacer un certain nombre de cours par de l'éducation religieuse. Je pense qu'il y a une question qui traîne depuis longtemps, et si vous voulez, l'éducation religieuse, j'ai absolument rien contre, mais là, c'est en remplacement d'autres matières. Et vous avez toute une partie de la société qui dit dans l'éducation religieuse qu'ils fassent ça à l'extérieur, qu'ils fassent ça chez eux, qu'ils fassent ça dans d'autres structures, mais que ça ne vienne pas dans les écoles. Donc là aussi, des sortes de conflits. Et vous vous rendez compte que la société russe, elle est beaucoup moins... Vous voyez, des exemples comme ça, c'est intéressant parce que c'est là où on se rend compte que la société russe, elle est beaucoup moins docile que ce qu'on croit. Quand on nous dit les 86%, sous-entendu, tout le monde est d'accord, et puis on se rend compte que, ben non, il y a les profs qui protestent parce qu'ils ne sont pas payés et qui doivent bosser, qu'il y a les parents qui protestent parce qu'on leur met de l'éducation religieuse, je dirais, obligatoire, qu'il y a les artistes qui protestent parce que la censure est de plus en plus forte. Et vous dites, ça fait quand même beaucoup de gens qui protestent sur des choses à la fois spécifiques, mais qui s'inscrivent quand même dans un ensemble. On va prendre les deux, peut-être tout de suite. Une, juste après devant, René. Je voudrais revenir à l'Ukraine. L'objectif donc de Poutine était ou est de faire entrer l'Ukraine dans une union eurasiatique. Alors, vu aujourd'hui ce qui s'est passé, vu la situation économique de l'Ukraine, vu la guerre à l'Est peut-être qui traîne, est-ce que cet objectif est totalement perdu pour lui? Est-ce qu'il peut encore faire basculer, je dirais, l'opinion publique ukrainienne en sa faveur ou pas? Ils sont juste devant là. Après, très bien. Non.
Alors là, je suis catégorique, non. C'est-à-dire que on peut très bien comprendre que beaucoup de Russes soient attachés à l'Ukraine, que beaucoup de Russes considèrent l'Ukraine, parce que c'est vrai, comme proche d'eux, comme quelque chose. Bon, ils ont été ensemble dans l'Empire russe pendant 300 ans, ils ont des langues proches, ils ont des cultures proches, etc. Je peux tout à fait comprendre que M. Poutine, et il l'a dit clairement, et les gens autour de lui l'ont dit clairement, considèrent que l'Ukraine, c'est presque une partie de leur identité russe. Bon, sur quoi ils se trompent, c'est là où il y a une confusion entre ce qu'est la Russie et ce qui est... Mais je peux admettre cette chose affective. En revanche, avec ce qui s'est passé, avec la Crimée, avec la guerre dans le Donbass, je peux vous dire que le rejet de M. Poutine et d'une certaine Russie est absolu et que personne ne reviendra là-dessus en Ukraine. Et que même dans les territoires occupés, l'adhésion, je dirais, est loin d'être... si vous voulez, même dans le Donbass, pour parler clairement, vous voyez, où il y avait effectivement... Comprenez, vous avez de la plaine, vous avez le Donbass. Le Donbass, on va être clair, hein, c'est une région qui a été décimée par la grande famine des années 30. Donc, on a amené beaucoup de Russes. Mais entre un Russe d'un côté de la frontière, un russophone de l'autre côté et un Ukrainien un peu plus loin, vous voulez, la différence, elle est où la différence? Ils sont orthodoxes. Alors, ils relèvent d'un patriarcat ou d'un autre. Bon, il y en a qui vont parler surtout le russe, d'autres surtout l'ukrainien, mais ils vont parler la langue de l'autre. C'est-à-dire, vous voyez, c'était ce qu'on appelle un continuum. Hein, c'est pas, et il n'y avait aucun problème. Là, avec ce qui s'est passé, oui, le rejet est complet, le rejet est absolu. Le rejet va jusqu'à l'absurde en ce qui me concerne. Je veux dire, quand j'entends des Ukrainiens dire notre langue n'a rien à voir avec le russe, ce qui est une aberration complète. Notre histoire n'a rien à voir avec l'histoire de la Russie, ce qui est une aberration complète. Mais le rejet est absolu, il est affectif. Et vous voyez, quand je parlais de l'OTAN tout à l'heure, c'était parce qu'il y a eu trahison aussi, vous savez, il y a eu trahison. C'est-à-dire que quand l'Union soviétique a explosé, l'Ukraine, pays agricole, pays paisible, pays bon, a accepté une proposition qui lui a été faite. Vous vous rappelez sans doute, en 91, tout le monde avait peur de quoi? Avait peur de l'atome. En se disant, bon, il y a eu Tchernobyl, là, il y a l'atome civil, il y a l'atome militaire, qui est-ce qui contrôle? Qui est-ce qui contrôle dans ces pays où va l'atome, où se trimballe l'uranium, etc. Et moi, je me souviens très très bien de la peur que tout le monde avait en disant, mais est-ce qu'on ne va pas pouvoir acheter un morceau d'uranium pour $50, je dirais, bon, ce qui était le risque. Donc, à ce moment-là, on avait dit à l'Ukraine, est-ce que vous seriez d'accord pour être entièrement désarmé? Et en revanche, votre intégrité territoriale est garantie par la France, par les États-Unis, la Grande-Bretagne aussi et la Russie. Et il y a eu ce qu'on appelle le mémorandum de Budapest, signé en 1994, où l'Ukraine a dit d'accord, je donne tous mes armements. Elle a donné notamment ses missiles, je crois qu'il y avait 1000 missiles qu'elle a donnés à la Russie. Et c'est pour ça d'ailleurs que son armée était, je dirais il y a encore un an, en un état tellement déplorable, mais vous garantissez mon intégrité territoriale. Ok, ça a été signé par la Russie. En 2008 encore, juste après la guerre contre la Géorgie, M. Poutine a déclaré à une agence de presse russe, donc on ne peut pas dire qu'on lui fasse dire n'importe quoi, nous n'avons pas de revendication territoriale à l'égard de l'Ukraine. Il n'y a pas de problème pour la Crimée, nous ne revendiquons pas la Crimée, il n'y a aucun problème de frontière avec l'Ukraine. Donc l'Ukraine tranquille, je veux dire joyeuse, etc. Et ce qui s'est passé là, cette façon de semer le désordre, et maintenant on sait comment ça s'est passé, de semer le désordre en envoyant des gens du GRU, c'est-à-dire avec des troupes des services secrets russes
qui ont, je dirais, fait une agitation classique, et Dieu sait qu'ils ont dû tirer. La façon dont ils ont envoyé ces petits hommes verts, soi-disant polis, qui étaient des troupes russes, et tout le monde le savait, en Crimée pour s'approprier la Crimée de manière illégale, je veux dire, non, je crois qu'il n'y a aucun Ukrainien qui peut l'admettre, et que oui, il y a le sentiment d'une confiance absolument déçue. Et les Ukrainiens, tous les sondages le montraient, voulaient rentrer dans l'Union européenne depuis des années. Alors, plus ils étaient vers l'ouest, plus ils le souhaitaient. Donc on avait à l'ouest des taux, ça dépend des périodes, mais des taux, je dirais, de 80% ou 85%. Et à l'est, on avait des taux qui étaient tous au-dessus des 50, hein, qui étaient, je ne sais plus, 55, 60, etc. Encore récemment, il y a un sondage qui a prouvé ça. Mais avant la guerre, les Ukrainiens ne voulaient pas rentrer dans l'OTAN en se disant, non, on est neutre. On va être une espèce de Suisse. On est neutre. Et ce qui aurait été très bien pour tout le monde, y compris pour l'Union européenne, de se dire, il y a une espèce de zone neutre où les gens sont dans aucune union militaire. Et depuis l'annexion de la Crimée, une majeure partie des Ukrainiens veut rentrer dans l'OTAN pour les mêmes raisons que les Baltes ont voulu en leur temps rentrer dans l'OTAN. On peut le déplorer, mais c'est comme ça, et je pense vraiment que ça va mettre des années avant de se combler. Je suis trop près là, ça va? Pour revenir sur justement l'annexion de la Crimée, est-il vrai que le gouvernement ukrainien, pas le dernier mais celui d'avant là, a refusé de renouveler le bail de 99 ans pour les ports russes qui étaient en Crimée? Ce serait une cause justement, parce que les Russes ne veulent pas perdre leurs accès sur la mer, quelle que soit la mer, hein. Que ce soit la Baltique autrefois, ou que ce soit maintenant, et même que ce soit en Syrie, où ils ont aussi un port qu'ils ne veulent pas perdre, ce qui explique leur attitude vis-à-vis de Bachar el-Assad. Ceci étant dit, est-ce que c'est une vérité que j'ai lue, ou que c'est un journal qui annonçait n'importe quoi? Ce serait l'Ukraine qui aurait refusé de renouveler son bail au port de Sébastopol. Non, c'est faux. Mais c'est là où effectivement il y a tellement de choses qui circulent que... En fait, ce qui s'est passé, c'est que justement, on en revient toujours en 91, quand les choses ont explosé, se poser la question, comme elle se posait pour des tas d'autres choses, c'est-à-dire à qui va la flotte soviétique qui est dans les ports de Crimée? C'est-à-dire, et ça a quand même été quelque chose de, pas simplement la flotte, mais pour tout était compliqué, c'est-à-dire à qui appartiennent tel et tel bâtiment. Donc là, les choses ont été dites comme ça, c'est-à-dire la Crimée, donc on ne touche pas en fait au territoire, c'est-à-dire que par exemple pour l'Ukraine, on avait la République socialiste d'Ukraine, donc c'est la République socialiste d'Ukraine qui prend son indépendance. Plus, il y avait eu le 1er décembre 1991, en fait l'Ukraine a déclaré son indépendance en août 91, juste après le putsch. Le 1er décembre 91, il y a eu un référendum dans toute l'Ukraine pour dire approuvez-vous ou pas la décision de prendre l'indépendance. Ça ne répond pas directement à votre question, mais je vais y venir. Et partout, la réponse a été au-delà des 50% de oui. Avec, encore une fois, à l'ouest, je crois qu'on était à 98%. Et même en Crimée, où il y avait énormément de militaires, énormément d'officiers de la flotte, le score était de 54% pour l'indépendance de l'Ukraine, Crimée incluse. Donc quand on dit que la Crimée a toujours voulu être indépendante, c'est faux. Ça, c'est le premier mensonge. Mais effectivement, il y avait cette question de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait de cette flotte? C'est-à-dire, elle est soviétique, elle n'est pas ukrainienne, elle n'est pas russe, elle est... Et à ce moment-là, ils ont, ceci dit, je crois qu'elle valait déjà plus forcément grand-chose, mais enfin bon, ça c'est une appréciation. Donc, ils ont partagé la flotte de manière, je dirais, cordiale. Et à l'époque, ils avaient signé un premier, donc ça en 91, ils avaient signé un premier accord qui était, donc il n'y a jamais eu d'accord de 99 ans, hein. En tout cas pas le premier, peut-être le deuxième, mais je ne crois pas. Le premier accord était un accord, je crois, de 25 ans. J'exagère. Voilà.
qui disait la Russie reçoit, je ne sais plus quel pourcentage, mais tel pourcentage des bateaux, et elle peut utiliser les ports de Crimée pendant 25 ans. Ce qui était là encore une décision absolument sage, qui était une façon de dire on ne vous met pas dehors. Parce que si on vous met dehors, il va y avoir des conflits, il va y avoir, parce qu'effectivement on connaît l'attachement de la Russie, etc. On vous laisse 25 ans pour régler le problème, pour voir tranquillement s'il n'y aurait pas... Vous voyez, je regardais la Crimée, vous dites pourquoi ils ne mettent pas leur bateau à Sochi, quoi, hein, c'est bon. Mais 25 ans pour régler les choses. Et quand il y a eu donc la révolution orange, Yushchenko, et ensuite, à l'inverse, en 2010, c'est Yanukovych qui a été élu président. La première chose qu'a faite Yanukovych, et que là non plus une bonne partie des Ukrainiens a eu du mal à lui pardonner, la première chose qu'il ait faite, c'est qu'il s'est précipité à Moscou et il a signé un deuxième accord, alors que le premier n'était pas encore terminé. Mais le premier, justement, allait se terminer. Donc ça, c'était début 2010. Je pense que le premier accord allait se terminer, justement, vers 2015. Il s'est précipité à Moscou pour re-signer un autre accord, je crois, de 50 ans, 49 ans, sur la présence des bateaux russes dans les ports de Crimée. Donc il n'y a eu aucun refus par le gouvernement précédent, il y a eu au contraire prolongation. Et ce qu'il a expliqué en disant, bon, ce qui est aussi possible en disant, c'était dans le cadre de la négociation pour avoir des prix de gaz corrects. Mais ça n'a fait l'objet d'aucun débat, je dirais, démocratique dans le pays. Donc beaucoup d'Ukrainiens ont dit, au contraire, ils veulent la présence russe, alors que le problème allait se régler. Et à aucun moment, il n'y a eu d'interdiction des bateaux russes en Crimée. Ça, c'est un mythe complet, il n'y a jamais eu ça. D'ailleurs, je dirais, quand est-ce qu'il aurait pu y avoir? C'était pas Yanukovych qui avait protesté. Yanukovych a quitté le pays le 21 février et le 16 mars, il y a le référendum de Crimée. Donc, vous voyez, c'est pas dans les 3 semaines qu'il y ait quoi que ce soit qui aurait pu se faire. Donc, non, il n'y a pas eu éviction des bateaux russes. Et pour le Donbass? Et pour le Donbass? Il y a le problème des aciéries que les Russes veulent garder. Ben oui, mais si vous voulez... ils ont besoin d'acier pour faire leurs sous-marins en forte épaisseur. Vous dites veulent garder, mais c'est pas à eux. Oui. Si vous voulez, c'est depuis 91 que c'est pas à eux. Si vous voulez, comprenez, nous aussi, on veut bien récupérer, je sais pas moi, l'Algérie, mais si vous voulez, on va peut-être pas relancer le conflit contre l'Algérie en disant finalement c'était à nous, quoi. Hein. Sinon, on s'en sort plus, tout simplement. Donc, et si vous voulez, vous voyez, c'est là aussi où il y a quelque chose, il y a aussi des opportunités qui sont ratées, parce que, et une somme de bêtises, parce que, si vous voulez, ce qui aurait été bien pour tout le monde, ça aurait été effectivement de faire une espèce de marché commun, sur le modèle de ce qu'a réussi tant bien que mal la communauté européenne et ensuite l'Union européenne, de faire un marché commun. Ce qui était d'autant plus possible que maintenant à la fois l'Ukraine et la Russie font partie de l'OMC. Et ça aurait été de dire, ben voilà, je veux dire, on va supprimer, je veux dire, tout ce qui est les barrières douanières, on va supprimer les visas. Bon, il y avait, en plus là, les visas, ils ont été renforcés entre la Russie et l'Ukraine. Je veux dire, il n'y a même plus d'avions entre les deux pays. Donc, de dire simplement, ben, on va faire ce qu'on a fait entre la France et l'Allemagne, d'une certaine manière, qui étaient 2 zones conflictuelles, ce que la Russie et l'Ukraine n'étaient pas. Et de dire on va baisser plutôt les tarifs pour faire une zone de relatif libre-échange, au lieu de dire on veut garder ce qui n'est plus à nous depuis 91 au moins. Donc effectivement, on peut toujours aller chercher des sources de conflit. C'est un conflit qui n'a pas de sens. La Russie, elle n'a pas besoin d'avoir une guerre pour récupérer d'Assyrie. La Russie, elle a besoin de construire des routes et des hôpitaux. Oui, on se rappelle le mot de Staline, le pape combien de divisions. Les relations entre l'Europe, les États-Unis et la Russie sont aujourd'hui difficiles. Mais les avis sont partagés, notamment en France, sur la façon dont il faut s'y prendre pour établir ces relations. Est-ce qu'il faut avoir une position dure? Est-ce qu'on peut considérer que la Russie ne comprend que la force?
Ou bien, comme certaines personnalités le disent, il faut commencer par discuter, ce qu'on ne fait pas assez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aurais une première réaction qui... quand vous dites la Russie ne comprend que la force, j'aurais une première réaction qui consiste à dire, encore une fois, il ne faut pas confondre la Russie et ses dirigeants. Ce que n'importe quel Russe vous dira, quelles que soient ses positions. Et ça s'inscrit, je dirais, aussi dans une certaine culture politique russe, où le pouvoir est toujours vu comme extrêmement loin de la société. Et comme toujours quelque chose de sale, d'ailleurs. Ce qui a posé bien des problèmes. Ce que... je ne pense pas que la Russie ne comprenne que la force, loin de là. Je crois que M. Poutine ne comprend effectivement que la force. Et que ça fait partie de son éducation et de son parcours. Après, ce qu'il faut faire, si vous voulez, je crois que tout le monde est dans l'impasse absolue. Et que c'est un échec d'une certaine manière pour tout le monde. Où effectivement on pourrait revenir à des sources plus anciennes. Là, telles que sont les choses actuellement, et même si ça m'embête de le dire, je crois qu'il n'est plus possible de ne pas aller jusqu'au bout. Et de dire, si vous voulez, vous voyez par exemple, actuellement il y a beaucoup de discussions autour de est-ce qu'il faut supprimer les sanctions ou pas supprimer les sanctions. Bon. Vous avez un certain nombre d'hommes politiques qui disent oui, il faut supprimer les sanctions, il faut redialoguer, etc., etc. Pourquoi on supprimerait les sanctions? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été fait comme geste allant à l'encontre de ceux qui ont justifié les sanctions? Il n'y a eu aucun geste. Il n'y a eu aucun geste. Donc, sur le principe, il n'y a aucune raison de supprimer les sanctions. Et croyez bien que ça m'embête de vous le dire, parce que je vois des tas de choses qui sont bloquées, des tas de projets économiques qui sont bloqués, notamment à cause de ces sanctions. Mais pourquoi on supprimerait les sanctions? À quel moment y a-t-il eu un geste, je dirais, réellement pacifique vers l'Ukraine? Parce que qu'on soit clair, actuellement, les choses sont relativement... disons, le cessez-le-feu est à peu près respecté à l'Est, dans le Donbass. Mais on a des zones, on a un conflit gelé, exactement comme on l'a en Transnistrie, exactement comme on l'a au nord de la Géorgie, c'est-à-dire des zones qui sont de toute manière des zones à problème, qui sont de toute manière des zones où il suffit de lancer une étincelle pour que ça redémarre. On observe cette propagande invraisemblable qui passe, je dirais, par différents canaux, etc., où on se rend compte qu'il n'y a pas du tout, je dirais, de volonté provisoire d'apaisement. Alors, il y a une sorte, oui, il y a le cessez-le-feu est respecté. Un certain nombre d'experts, mais je pense que ce n'est pas possible à estimer, vous diront, si Poutine n'est pas allé plus loin, c'est justement parce qu'il y avait les sanctions. Bon, ce qui est, pourquoi pas. Pourquoi on supprimerait les sanctions? Parce que ça ne nous est pas avantageux, oui. Mais est-ce que la solution est réglée? Est-ce que la Crimée, je dirais, il y a eu des gestes à l'égard de la Crimée? Est-ce qu'il y a eu l'ébauche d'une vraie tentative de négociation? Et je vais vous dire un truc, moi, quand, vous voyez, la Russie comprend des tas de choses que la force. Et la Russie, elle en a eu assez de la force. Et elle a passé, je dirais, tout le XXe siècle à être soumise à la force. Le fait que les dirigeants ne comprennent que la force, c'est une certitude. Je vais vous citer juste une étude qui avait été faite il y a très longtemps, qui a été faite dans les années 80, par un chercheur soviétique qui avait émigré aux États-Unis, qui était un sociologue. Et il avait fait une étude pour montrer comment étaient perçus certains gestes politiques, d'une part par les Américains et d'autre part par les Soviétiques émigrés aux États-Unis. Et à l'époque, il y avait Carter face à Brejnev. Et en fait, à chaque fois que Carter, par exemple, faisait un grand geste en disant, à un moment, il va vers Brejnev, il lui tend la main et il l'embrasse. Et les Américains disent, c'est un bon chrétien, c'est-à-dire qu'il fait un signe d'ouverture en disant, bon, on a des désaccords, mais on va pouvoir négocier. Les ex-soviétiques, je ne vous parle pas des dirigeants, les ex-soviétiques avaient émigré, ils disaient, ça veut dire qu'il est en position de faiblesse. Il est en position de faiblesse, on peut en faire ce qu'on en veut.
C'est-à-dire qu'il y avait effectivement cette espèce de culture qui ne comprend que le bras de fer. Et si vous voulez, ça nous embête parce que ce n'est pas notre culture. C'est quelque chose qui est déplaisant, qui ne correspond pas à la façon dont on a envie de voir ni les relations humaines, ni les relations diplomatiques. Mais actuellement, je ne vois pas comment on pourrait revenir sur les sanctions. Et je veux dire autre chose, c'est que je pense que ça a été compris par un certain nombre de dirigeants. Et ce n'est pas de l'obstination, et ce n'est pas une volonté d'embêter tout le monde. C'est une espèce de compréhension qu'il y a un vrai problème avec M. Poutine. Qu'on n'est pas sûr de le régler comme ça, parce que je crois que le premier espoir était de dire, bon, est-ce que les gens autour de lui, parce qu'il y a des gens quand même de valeur autour de lui, vont pas dire, bon, ben, on peut peut-être l'évacuer et puis mettre quelqu'un d'un peu plus conciliant à sa place. Bon, ça n'a pas lieu. Mais oui, il y a un vrai problème avec M. Poutine. Il n'y aurait aucun sens, je dirais, à enlever les sanctions, et je pense que surtout, ça amènerait toute une série de problèmes par la suite. Et croyez-moi que ça m'embête de dire ça. Juste une petite question. Vous l'avez juste évoqué à un moment, la notion de la peur, puisque le tableau que vous nous dressez quand même de la Russie, alors c'est marrant parce que vous utilisez plein de termes sémantiques, hein, la Russie, les soviétiques, l'Occident, etc. Enfin, c'est vrai que ça demande une gymnastique intellectuelle pour se resituer dans le temps. Mais effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, on a l'impression que ce peuple... Enfin, moi, la question, c'est la société civile, où elle est. Vous avez parlé tout à l'heure de l'opposition quasi inexistante, en tout cas qui a du mal à exister, ou qu'on empêche d'exister. Le problème Poutine, vous l'avez répété à plusieurs reprises, ça veut dire qu'aujourd'hui, comment ce peuple peut s'en sortir? Parce qu'ils sont dans un état de sidération, de résignation, et en même temps, vous parlez d'espèce d'âme slave, d'âme russe, d'accord. En tout cas, quelque chose qui fait que c'est un peuple qui n'est pas résigné dans sa culture. Et comment, effectivement, ils peuvent vivre cette situation-là d'être écrasés, ou en tout cas de l'image qui est ramenée d'eux, qui est une image de violence, de force, etc. Et en même temps d'être en capacité de subir ça. C'est-à-dire que comment on se sort de Poutine. On est autour des sphères du KGB. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on est encore dans les mêmes mœurs, hein, avec des disparitions un peu étranges? J'imagine que Poutine ne va pas être envoyé au goulag. Il pourrait disparaître par une chute de cheval mystérieuse. Enfin bon, voilà. Mais comment on va sortir de ça? Et surtout, pourquoi il n'y a pas un moment, un ressort de la société? C'est-à-dire que jusqu'à où ils vont tenir sur cette cocotte minute, quoi, avant que ça explose. Ce sont effectivement des questions que je me pose en permanence. C'est-à-dire que cette société, c'est pour ça que je reviens toujours sur l'histoire, parce que je crois qu'on ne peut rien comprendre à ce qui se passe actuellement si on ne comprend pas la violence invraisemblable qu'ont subi l'ensemble des soviétiques au XXe siècle. Ces arrestations, ce goulag, cette peur, etc. Aucun peuple en Europe n'a subi ce qu'ont subi les soviétiques. Avec en plus cette façon absolument terrible à gérer, c'est que ce sont les vôtres. Vous voyez ce qu'on appelle les vôtres en russe, c'est-à-dire c'est la violence, elle n'est pas extérieure, c'est pas un État qui est venu, c'est vous, vos voisins vous ont dénoncé pour vous envoyer au goulag. Comment vous arrivez à vivre avec ça? Donc si vous voulez, bon, plus la période avant la Révolution, c'était pas non plus une période complètement bénie. Hein. Moi, je ne suis pas de ceux, contrairement je dirais, à certains, qui idéalisent la période d'avant la Révolution. C'était une période où il y avait beaucoup moins de violence, ça c'est certain, de violence déclarée, il y avait beaucoup moins de déportations, beaucoup moins de... on parle toujours du bagne de Dostoïevski, etc. En fait, on se rend compte qu'il y avait vraiment beaucoup moins de monde, mais je veux dire, quand je dis beaucoup moins, c'est il y avait 1000 fois moins de monde, hein, que sous Staline. Mais je dirais, c'était jusqu'en 1860, vous avez encore toute une partie de la population qui se vend et qui s'achète. Je veux dire, il ne faut pas l'oublier quand même, quoi. Et que ces réformes qui vont arriver en 1860, pour justement libérer les Serbes, vont être, alors, comme souvent les réformes en Russie, mal faites trop tard et mal faites. Donc du coup, les paysans vont se retrouver peut-être libres, mais encore plus pauvres. Donc se disant, bon, pourquoi nous refusons la liberté? Donc si vous voulez, il y a ce poids-là, plus le poids du matériel. C'est-à-dire que, par exemple, aussi bien en Union soviétique que maintenant,
quand vous habitez, là je parlais justement des étudiantes russes des appartements communautaires. À Moscou, il y en a presque plus. Vous voyez, un appartement communautaire, c'est merveilleux. Vous avez un appartement de 3 pièces. Dans chaque pièce, il y a une famille. Donc ça peut être une famille, ça peut être le père, la mère et 1 ou 2 enfants. Dans chaque pièce. Alors peut-être on va prendre un grand appartement ancien, mais même pas forcément. Puis dans l'autre pièce à côté, il y a l'ivrogne qui bat sa femme tous les soirs. Et puis dans l'autre pièce, il y a, on va dire, une autre famille. Et vous partagez les toilettes et vous partagez la cuisine. Bon, à Moscou, des appartements comme ça, il y en a très peu. Dans le centre de Moscou, parce qu'ils ont récupéré, ils ont compris que ça coûtait cher et que... Mais partout ailleurs en Russie, il y a énormément de gens qui vivent dans des appartements communautaires. Et je dois voir le chiffre quelque part, moi je ne l'ai plus ici. Quand vous vivez dans ce genre de conditions, quand vous vivez avec 135 € par mois, c'est pas là où vous avez énormément géré d'énergie pour réfléchir, etc. En même temps, il y a, vous voyez, il y a ce poids du quotidien, il y a ce poids de comment on va se nourrir. Et en même temps, moi je ne parle jamais d'âme russe, mais il y a une espèce d'organisation des Russes, vous voyez, et pas de liberté intérieure, mais de côté un peu indocile. Vous voyez, à la fois on dit le pouvoir il est comme ça, le pouvoir il est mauvais, le pouvoir il nous impose des choses. Et en même temps, par exemple, moi quelque chose que j'aime beaucoup dans la société russe, c'est l'entraide. C'est-à-dire que les gens s'entraident. Les gens s'entraident parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, les mêmes personnes qui vont être absolument agressives dans le métro à côté de vous, qui vont être les personnes, je dirais, les plus généreuses dès que vous entrez dans le cercle de leurs familiers. Vous n'avez pas de sécurité sociale en Russie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un enfant qui a un cancer, on vous dit, ben voilà, vous avez tant à payer pour les médicaments. Et en général, ça fait des sommes fortes, ça fait des sommes folles. Que font les gens? Ils s'organisent, ils demandent à leurs amis, là aussi ça passe par Internet. Il y a des collectes pour des enfants pour dire, bon, bah, il faut payer les médicaments, ou il faut payer l'opération, elle ne se fait pas en Russie, il faut l'envoyer en Allemagne, il y a une opération, il faut récolter tant. Et vous avez une solidarité comme ça des gens entre eux, qui s'aident en disant, de toute manière, on ne peut pas compter sur le pouvoir, on ne peut pas compter, je dirais, sur les autorités, ils vont nous prendre tout ce qu'on peut. Donc on essaie, je dirais, de vivre d'une autre façon. Donc moi, la force de renouveau de la société russe, j'y crois. En même temps, c'est vrai qu'il y a toute une partie de la société qui est absolument passive, à cause de ces conditions, à cause de la peur, à cause du manque d'espoir aussi. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui vous disent, mais qu'est-ce que je peux faire? On a essayé en 2011-2012, ça n'a pas marché. Il y a eu des arrestations, il y a eu des... Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire qui n'ont pas en plus la culture politique pour voir justement une protestation qui pourrait réussir. Et la société, elle existe, même si beaucoup de Russes sont absolument désespérés, notamment dans l'intelligentsia. Mais la société existe. La société, en même temps, est extrêmement divisée. Et elle a été très divisée par la Crimée. C'est-à-dire la Crimée, c'était aussi un coup de maître. C'est-à-dire que Poutine a joué, à défaut de pouvoir remonter l'économie, il a joué sur le nationalisme. Et vous avez eu... alors ça, par exemple, il y a des sondages qui démontrent très clairement. C'est-à-dire, juste avant la Crimée, vous avez une insatisfaction qui est croissante et qui atteint vraiment des seuils élevés dans toute la population russe. Il y a la Crimée, il y a grand élan nationaliste, regardez, on vous a rendu la Crimée, à mon sens, en jouant sur des choses, des souvenirs, c'est-à-dire c'est là où vous alliez en vacances avec vos parents quand vous étiez petits, etc. etc. Et vous avez toute une vraie partie de la population qui a adhéré en disant c'est super, la Crimée, on l'a récupérée. Et il y a une partie notamment de l'intelligentsia qui dit mais non, c'est illégal, c'est pas possible, et puis il y a la guerre, et cette partie se sent extrêmement mal. En permanence, vous voyez des gens qui disent j'ai honte d'être russe, j'ai honte de ce que nous faisons actuellement en Ukraine. Ça, c'est quelque chose. Et c'est quelque chose, vous voyez, vous aviez raison de parler de comment l'Ukraine, est-ce que l'Ukraine va oublier ce qui lui a été fait.
moi je vais vous dire un truc, cette agression contre l'Ukraine, c'est aussi une violence terrible contre les Russes. Et je peux vous dire que dans l'intelligentsia, il y a des gens qui vont manifester toutes les semaines, malgré les problèmes, contre la guerre en Ukraine. Nemtsov, qui a été assassiné, était l'un des plus farouches opposants à la guerre en Ukraine. Et c'est une violence complète contre... les Russes ne sont pas des gens... bon, si vous voulez, ça a un côté idiot de dire un peuple est comme ci, un peuple est comme ça. Mais les Russes ne sont pas, je dirais, des belliqueux dans l'âme. Hein, je pense que... et ils vous disent, on n'a jamais attaqué personne. Bon, parce qu'on leur a présenté une version de l'histoire, je dirais, tellement coupée, tellement... Donc, c'est ceux qui subissent et aussi une violence complète à leur égard. La société, elle existe, mais la société a l'impression de ne pas avoir les moyens, et pas une impression, de ne pas avoir les codes, de ne pas avoir les canaux pour pouvoir, je dirais, faire de son rejet quelque chose de constructif. Et effectivement, si vous voulez que j'aille jusqu'au bout de ma pensée, ce que je crains, c'est qu'un jour ça explose. C'est-à-dire, comme toujours d'ailleurs dans l'histoire russe, c'est-à-dire que, vous comprenez, l'Empire russe, il a disparu en 3 jours. Ça a été la Révolution de février, tout le monde pensait que ça allait durer toujours, enfin l'Empire allait durer toujours. Révolution de février, 3 jours après, l'empereur abdicte. L'Union soviétique s'est écroulée en 3 jours. Et moi, je crains très fort qu'il y ait une explosion qui commencera pour n'importe quoi, parce qu'on a déjà eu des petites annonces de cet ordre, et qui va complètement dégénérer dans ce type d'événement. Et non seulement, si vous voulez, je le crains, mais je pense que le pouvoir le craint aussi. Parce que quand j'analyse les discours, et justement cette critique très forte de toute révolution, etc., ils sont absolument opposés, donc ils étaient opposés au principe de l'Euromaïdan, ils sont absolument opposés au principe de contestation en Syrie, ils rejettent absolument l'idée de toute révolution, et je pense qu'ils ont très peur que ça arrive chez eux, et que s'ils ont très peur que ça arrive, c'est qu'ils sentent aussi que ça peut arriver. Parce que sinon, il n'y aurait pas de quoi avoir peur. Et ça, c'est tout à fait faisable, malheureusement. Une ou deux dernières questions. Est-ce qu'il y a un taux de chômage important chez eux? Non, il n'y a pas un taux de chômage important, parce que, même s'il augmente actuellement, parce qu'il y a beaucoup de petits boulots pas payés. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut regarder, c'est plutôt les boulots qui sont payés correctement. C'est-à-dire, par exemple, vous avez l'âge de la retraite pour les femmes est à 55 ans. Donc, vous avez des femmes qui partent à la retraite à 55 ans, qui vont toucher une misère et qui vont prendre un petit boulot payé 3 fois rien. Donc, c'est pour ça que vous voyez, je dirais, des femmes d'une 60aine d'années qui sont dans les... Par exemple, comment ça s'appelle, vous savez, les garde-robes, là, les endroits où on laisse son manteau, etc., les vestiaires. Donc, il y a énormément de boulot comme ça. En même temps, actuellement, vous avez énormément d'usines qui ferment, énormément d'entreprises qui ferment, notamment gérer les entreprises où il y avait de l'argent occidental. Et donc, vous avez des gens qui se retrouvent sans travail et n'ayant pas envie de prendre, par exemple, un travail sur un marché ou un travail... donc, il y a un problème d'adéquation entre ce que la population russe a envie de faire, en disant, bon, on a fait des études, etc., puisque dans l'ensemble, c'est une population formée, les tâches qui lui sont éventuellement proposées, et puis les salaires. C'est-à-dire que quelqu'un qui a travaillé, par exemple... là, actuellement, on dit qu'il y a un vrai problème, parce que comme les entreprises... Alors, là, je vous parle surtout de Moscou, hein, des grandes villes. Mais comme les entreprises étrangères se retirent, vous avez toute une population, souvent de jeunes cadres, des gens qui avaient entre 30 et 40, qui étaient très bien payés, qui se retrouvent sans rien. Et en se disant, nous ne retrouverons jamais l'équivalent actuellement en tout cas, dans des entreprises russes, avec ce type de salaire. Donc, ce qui entraîne des fermetures de magasins, des fermetures de restaurants, etc. Donc, une espèce de reconversion. Donc, effectivement, il y a un moment, par exemple, il y a 3-4 ans, ils avaient expulsé énormément des Tadjiks, des gens, justement, des anciennes républiques d'Asie centrale, qui étaient là d'ailleurs, pour certains, de manière légale, en disant, ben, ça va faire du travail pour les Russes. Oui, mais c'est quoi les Tadjiks? Ils nettoyaient les cours. Et par exemple, à Moscou, les Russes, ils n'ont absolument pas envie de nettoyer les cours en disant on n'a pas fait des études pour ça.
Donc, je dirais, il n'y a pas la même structure du travail que chez nous du tout. Plus de questions? Les problèmes de racisme à l'égard des Caucasiens, ça existe toujours, enfin... Oui. Ça existe. De Propiska et choses comme ça. Alors, comme je dis, moi, il y a une chose que j'aime bien chez Poutine, c'est que Poutine dit toujours, répète toujours, nous sommes un pays multinational. Ce qui est vrai. C'est-à-dire qu'en Russie, vous avez des Russes, vous avez... Vous voyez, tout à l'heure, quand je faisais répéter quelqu'un, vous parlez des ex-républiques soviétiques, donc de l'Ukraine, de la Géorgie, quelqu'un a dit Tchétchénie. La Tchétchénie, c'est la Russie. La Tchétchénie, c'est en Russie. Sauf que quand on demande à des Russes, est-ce que vous considérez qu'un Tchétchène est aussi russe que vous? Ce qu'il est sur la plupart des Russes vont vous dire non. C'est-à-dire, oui, il y a des énormes problèmes de racisme en Russie qui sont d'autant plus énormes qu'ils ne sont pas reconnus. Je pense que le pouvoir en a tout à fait conscience, et c'est pour ça, justement, que Poutine essaie de dire, nous sommes... Ce que la Russie a toujours été. La Russie a toujours été un pays multinational, y compris à l'époque soviétique, y compris à l'époque de l'Empire, etc. Il y a toujours eu des populations très, très diverses. Et il y a un racisme qui est fort, et régulièrement, il y a des explosions. Quand je parlais de risque d'explosion, je pense que ça peut aussi venir de ce genre de choses, qu'on voit un nationalisme qui monte, qu'on voit des réactions de rejet. En plus, si vous voulez, c'est dans le quotidien, c'est-à-dire le nombre. Alors, je crois que ça n'est pas légal, mais par exemple, le nombre de petites annonces que vous voyez en disant je propose un appartement à la location uniquement à une femme islam. Alors, soi-disant, ce n'est pas légal, mais je peux vous dire que c'est quasiment dans la plupart des petites annonces. Donc oui, il y a un racisme qui est très fort, qui est dans la population. Oui, ça se sent, ça se voit, et oui, ça peut être une cause d'explosion. Et vous citiez par exemple la Propiska. Je veux dire, la Propiska, c'est un exemple qui est quand même merveilleux, c'est-à-dire tout le monde appelle ça la Propiska, c'est plus le bon terme. C'est-à-dire qu'à l'époque soviétique, Staline, en 1932, parce que justement la population, elle était trop mobile, trop... quand ça ne lui plaisait plus dans une usine, elle partait dans une autre, etc. Donc il a créé les passeports intérieurs. Et dans les passeports intérieurs, dont on peut dire que ça correspond à une carte d'identité, non, pas du tout. Dans les passeports intérieurs, vous avez votre enregistrement, c'est-à-dire l'endroit où vous habitez. Et ce n'est pas juste une information comme à l'époque soviétique. Ce n'était pas une information comme sur une carte d'identité, c'était que vous n'avez pas le droit d'habiter ailleurs. Et notamment, il y avait la question des grandes villes. C'est-à-dire que les gens avaient bien compris qu'à Moscou, il y avait plus de ravitaillement et plus de possibilités de travailler. Donc, si vous habitez un coin perdu, j'irais dans la campagne, vous auriez préféré aller à Moscou, j'irais où il y avait plus de travail, plus etc. Sauf que si vous avez votre enregistrement à un endroit, par exemple à Voronezh, vous ne pouviez pas aller à Moscou. Vous ne pouviez pas, de toute manière, vous ne pouviez même pas aller dans le village à côté. Sauf, bon, il y avait certains villages qui étaient sans Propiska. Mais donc c'était obligatoire. Vous étiez assigné à un appartement, en général un appartement. Alors à tel point, je veux dire, il y a toute une veine de la littérature soviétique qui est là-dessus, les histoires d'appartements, je veux dire, lisez Bulgakov, avec tous les problèmes que ça pouvait poser. C'est-à-dire, par exemple, vous divorcez, donc vous avez une chambre dans un appartement communautaire avec votre mari. Et puis vous divorcez. Et la chambre est à vos deux noms. Puis votre mari vous dit, moi, tant que je n'ai pas reçu un autre coin ou une autre chambre, je reste. Donc, et vous aviez des gens qui restaient effectivement dans leur chambre parce qu'ils ne pouvaient pas... Donc ça a fait... Ou l'inverse d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il se mariait, puis l'appartement était au nom de la femme. Donc elle pouvait jeter son mari n'importe quand, il n'avait pas lui... Donc si vous voulez, ça a fait des problèmes sociaux et des sujets de pièces et de romans, je dirais, en permanence. Et dans la Constitution de 1993, donc la Constitution Yeltsin, dans ces années Yeltsin qui sont tellement critiquées, Yeltsin a fait cette merveilleuse constitution, qui est une constitution qui respecte les droits et les libertés des Russes, où il y a notamment cette phrase « Chaque citoyen russe est libre de vivre et de travailler
où ils le souhaitent sur le territoire de la Fédération de Russie. C'est-à-dire quelque chose que nous, Français, on considère comme absolument normal. On n'imagine pas que parce qu'on est né à Quimper, on ne va pas avoir le droit de s'installer à Marseille. Là, cette constitution, pour la première fois, donnait aux Russes le droit de vivre et de travailler où ils le souhaitaient. Sauf que, vous savez, normalement, dans tous les pays, il y a un principe que les lois doivent être conformes à la Constitution. Sinon, si une loi n'est pas conforme à la Constitution, elle est déclarée inconstitutionnelle et elle ne marche pas. Sauf que, assez rapidement, notamment la région de Moscou, a dit non, mais nous, c'est pas possible. Donc, on n'a pas de propiska, mais on va avoir des enregistrements, registration. Et registration, c'est exactement la même chose qu'une propiska. C'est-à-dire que vous ne pouvez vivre à Moscou que si vous êtes enregistré à Moscou. Pour être enregistré à Moscou, alors en plus, c'est le chien qui se mord la queue. C'est-à-dire que pour être enregistré à Moscou, il faut que vous ayez un travail. Sauf que pour avoir un travail, il faut que vous soyez enregistré à Moscou. Donc, ce qui se passe, voilà, ce qui se passe, c'est que vous avez des tas de gens, en fait, qui vivent illégalement. Alors, après, il y a deux solutions. C'est-à-dire que quand ce sont, par exemple, des Slaves de Voronezh, ça ne pose pas trop de problèmes. En revanche, quand ce sont des Tchétchènes, ben, eux, ils n'arrivent jamais à se faire enregistrer à Moscou. Donc ça veut dire que vous avez, et ça c'est une situation qui a été très bien décrite à un moment, puis maintenant on en parle un petit peu moins, mais vous aviez des franges entières de population qui n'avaient aucun droit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'être à Moscou, ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas le droit de louer quelque chose, donc ils se retrouvent... Par exemple, dans les restaurants à faire la plonge. Et j'avais un étudiant de Rennes 2 qui a travaillé, qui avait fait un master et qui a travaillé plusieurs mois à Moscou, et il travaillait dans des restaurants, il racontait que tous ceux qui faisaient la plonge et tous ceux qui faisaient les petits boulots, ceux qu'on ne voyait jamais dans les restaurants, c'était justement des gens qui n'avaient pas les papiers, qui n'avaient pas l'enregistrement, donc on les paye une misère, donc ils ne peuvent pas faire venir leur famille, donc ils habitent à 18 dans un appartement, etc. D'où les problèmes de criminalité, d'où les problèmes ensuite de racisme qui vont croissant, etc. etc. Alors c'est notamment suite à ça, je dirais quand les gens ont commencé à en parler, qu'il y a eu ces expulsions de Tadjiks, mais ça ne réglait pas le problème. Donc là encore, on se retrouve avec une situation où vous avez des lois qui vont à l'encontre de la Constitution, et où même les Russes, je ne vous parle même pas des ex-soviétiques, sont mis dans une situation où ils sont presque obligés, dans certains cas, de violer les lois. Ce qui est un des principes, je dirais, de la Russie, c'est qu'il est extrêmement difficile de ne pas violer les lois, même quand on ne veut pas les violer. Tout simplement parce qu'elles sont mal faites et elles ne sont même pas toujours conformes à la Constitution. Je propose qu'on reste là. On sent que vous êtes passionné à la fois par votre sujet et par la vie en Russie. En tout cas, je propose d'applaudir Cécile Vestier. Merci d'être venue à Quimper. Ça nous donne encore plus envie de connaître ce pays. On espère que ce qui va se passer pour le bonheur des Russes va arriver, et on espère tous que ça va se passer comme ça.